Le bassin du lac Tchad est frappé par la fragilité des États qui sont censés mettre en place un système de sécurité dans la région. Le bassin du lac Tchad aujourd'hui et depuis plusieurs siècles est un espace qui a connu de fortes tensions, qui a connu une longue tradition du banditisme transfrontalier qui va même d'abord depuis la période précoloniale avec des razzias, avec la prédation qui était un mode de vie, mais aussi le banditisme transfrontalier qui lui est post-colonial. Qu'est-ce qui explique la cyclicité de la criminalité organisée dans cet espace? D'abord, l'inconscience de l'irrégularité du trafic illicite, parce que nous sommes dans un espace où, dans le mode de vie, dans les opportunités liées à l'éducation, les jeunes de ces espaces parfois sont même ignorants du fait qu'il existe certains interdits à aller mener un certain type d'acte parce que c'est un acquis qui est historique et qui est ancré aussi dans l'histoire. Donc l'absence d'opportunités économiques, c'est donc on va donc appeler ici la pauvreté qui est surtout immatérielle. Au-delà de ça, nous avons aussi ce qu'on appelle l'absence de l'État, c'est-à-dire l'État n'est pas présent. Son autorité y est contestée, sa territorialité y est privatisée, sa centralité y est désorganisée. Et donc l'État, dans cet espace, a une absence qui laisse donc place au désordre. Alors, quelles sont selon vous les liaisons entre la criminalité organisée dans le bassin du lac Tchad et l'activisme du groupe Boko Haram? La criminalité organisée sert de soutien au financement d'abord de Boko Haram et puis c'est un réseau, c'est l'un des réseaux sur lesquels Boko Haram s'appuie dans cet espace pour pouvoir s'alimenter en termes de ressources dont il a besoin. La criminalité organisée n'est qu'un l'un des phénomènes parce qu'il ne faut pas confondre la criminalité organisée et le trafic illicite aussi, qui sont des activités que Boko Haram a autorisées en s'alliant avec un certain nombre de communautés locales qui sont censées mener ces activités-là en donnant quelques ristournes à Boko Haram. Question de précision, de quoi Boko Haram est-il le nom aujourd'hui? Aujourd'hui, Boko Haram est l'un des groupes terroristes les plus dangereux au monde. D'ailleurs, le Cameroun est classé selon le Global Terrorism Index en 2024, 11e pays le plus impacté au monde par le terrorisme. C'est vrai qu'il y a d'autres régions qui sont aussi touchées par le phénomène insurrectionnel au Cameroun, mais cela nous montre donc que Boko Haram a encore un ancrage fondamental dans les espaces qu'il contrôle au niveau de la région de l'extrême nord en ce qui concerne le Cameroun. Boko Haram, dans la hiérarchie aussi des groupes rebelles, est classé parmi les 4 groupes qui causent plus de létalité dans le monde. Donc en 2024, malgré la scission qu'on a connue, malgré les différentes branches de Boko Haram et malgré ces différentes factions disséminées entre la forêt de Sambisa, Neba et puis le lac Tchad, malgré tout cela, Boko Haram demeure un groupe terroriste très influent et dont il faut faire attention. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les différentes factions de Boko Haram. Il y a un certain État islamique en Afrique de l'Ouest où il soit pour les anglo-saxons sans doute l'une des plus dangereuses. Qu'est-ce qui en fait la dangerosité selon vous? La dangerosité d'une faction terroriste est liée d'abord à son réseau, ensuite à sa capacité de projection et aux moyens qu'il utilise. ISWAP est un groupe qui est fortement ancré et qui a un paravent important pour avoir fait allégeance à un autre groupe terroriste plus dangereux et qui a une envergure plus mondiale. L'État islamique, bien évidemment. L'allégeance à un groupe, c'est aussi l'acquisition d'un certain nombre de moyens et ça permet aussi de décupler votre capacité de projection et votre rayonnement. C'est vrai que le mot est positif, mais ici, il est péjoratif. Et votre rayonnement sur les différents théâtres des opérations dans lesquelles vous devez vous lancer. Dans cette allégeance dont vous faites allusion, que bénéficie ISWAP? Financement, formation, équipement ou tout à la fois? C'est tout à la fois, bien évidemment, parce que le groupe auquel on prête allégeance a une mission d'universalisation de sa logique. Parce que nous sommes ici dans une question, on va dire, c'est une question d'idéologie, c'est une question de principe
qu'il faut essayer de diffuser sur la scène mondiale. C'est un groupe qui a une envergure universaliste et qui fait donc ses allégeances pour étendre le territoire terroriste dans le monde. Et donc c'est un avantage pour eux. Et pour que cela puisse marcher, il faut accompagner sur le plan des idées, il faut accompagner sur le plan logistique, il faut former aussi. Ce sont des groupes qui ont une structure qui ressemble parfois à une structure gouvernementale avec un ensemble d'acteurs par secteur qui sont donc censés chacun à son tour diffuser et partager la logique et puis la pratique aussi terroriste dans le monde. Bien, revenons un peu, docteur Edouard Yogo, sur la dangerosité de ISWAP. N'est-elle pas liée à son terrorisme plutôt, entre guillemets, intelligent, puisque s'inscrivant dans des actions plutôt, encore une fois, entre guillemets, humanitaires? Non, disons que là-bas, ce sont des activités qui visent à gagner les cœurs, des populations. Et les esprits aussi, bien évidemment, s'il faut prendre la formule de Galula. Donc, là-bas, l'objectif, c'est de gagner les cœurs. Vous savez, dans le terrorisme, le plus important, c'est d'avoir la population de son côté, parce que l'assentiment général demeure quelque chose de fondamental. Alors, quels sont, selon vous, les terreaux de la criminalité dans le bassin du lac Tchad? Les terreaux de la criminalité dans le bassin du lac Tchad reposent d'abord sur la porosité des frontières. Les frontières sont poreuses et donc cette porosité des frontières est un avantage pour que puissent s'y installer un certain nombre non seulement de criminels, de trafiquants, mais aussi de terroristes. Ces terreaux reposent aussi sur ces réseaux qui existent donc entre ces différentes strates de criminalité. Parce que le trafic illicite et la criminalité organisée permettent au terrorisme d'avoir une emprise et de persister à partir des autorisations qui leur sont permises par ces groupes terroristes qui existent dans la région. Il y a les tensions, les fortes tensions ethniques qui existent aussi dans la région. L'instabilité politique dans certains pays du bassin du lac Tchad sont autant d'éléments. Comment comprendre que dans le bassin du lac Tchad, les criminalités enregistrent-elles autant une main-d'œuvre à la fois abondante mais aussi experte? Le manque d'opportunités économiques peut le justifier. Et puis parfois, c'est par contrainte. Et puis parfois, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Et puis parfois, ça peut aussi être lié au manque de mécanismes de socialisation présents dans la région, parce que l'école, par exemple, est quelque chose qui devient un peu rare dans certains espaces. Et donc, vous ne faites que ce que vous voyez comme opportunité. Et donc, si l'État n'offre pas d'opportunité et que cela offre une nouvelle opportunité, leur donne la possibilité d'avoir un certain type de moyens et un niveau de vie localement, alors ils vont choisir cet espace-là. Comment contrer aujourd'hui l'extrémisme violent dans le bassin du lac Tchad? Pour contrer l'extrémisme violent, je pense qu'il faut investir sur 3 I. Les individus, les institutions et les idéologies, à travers les contre-discours. C'est-à-dire investir sur l'individu, c'est investir sur les questions qui sont liées à la socialisation de l'individu. Il faut lui donner des capacités d'autonomisation. C'est fondamental dans une région comme celle-là, parce que le terrorisme s'appuie sur des terreaux tels que la pauvreté, tels que l'absence d'autonomisation, pour trouver un espace fertile qui lui permet d'émerger et de se consolider. Les institutions, il faut que celles-ci soient fortes. Nous avons besoin d'institutions qui sont capables de réguler. Nous avons besoin d'institutions qui sont donc capables d'imposer l'autorité de l'État, d'institutions qui sont présentes. C'est fondamental dans le bassin du lac Tchad parce que l'État, après tout, est celui qui est censé garantir la sécurité des individus. Et le troisième élément, ce sont les idéologies. Il faut des contre-causes compétitives. Il faut des narratifs positifs. La lutte contre le terrorisme doit pouvoir transformer le bassin du lac Tchad. Et le bassin du lac Tchad se transforme à partir de la qualité des narratifs qui sont proposés.